Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans En Tandem, le podcast qui célèbre les liens entre les générations, qui vous emmène à la rencontre de duos complices, des grands-parents et leurs petits-enfants bien sûr, mais pas que, des parcours de vie, des rencontres inattendues, où l'âge et le temps ne comptent plus. En Tandem, c'est une mini-série faite maison avec beaucoup d'enthousiasme, un brin d'expérimentation et l'envie de montrer que l'intergénérationnel, c'est loin d'être ringard et que ça peut même carrément être moderne. La preuve, moi c'est Marlène, j'ai 51 ans et je suis journaliste depuis un bon bout de temps. Et moi c'est Maud, journaliste également avec 30 ans de moins. Quelques années nous séparent, mais une passion nous réunit, transmettre des histoires de vie et créer des ponts entre les générations. Que vous soyez jeunes ou vieux, nous espérons vous inspirer, vous donner le sourire et vous faire réfléchir. C'est parti pour un nouvel épisode de En Tandem. Enfilez vos écouteurs, on vous souhaite une belle écoute. Bonjour, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur une démarche qui nous a particulièrement touchés et qui illustre bien selon nous la richesse et la puissance des liens intergénérationnels. Notre invité du jour s'appelle Ronan Coquelin-Lyon. Bonjour Ronan. Bonjour Marlène, bonjour Maud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Ronan, tu as écrit et réalisé un podcast qui s'intitule « Ma correspondante à 90 ans ». C'est une production Ouest France et on peut la retrouver sur toutes les plateformes audio. Exactement. Super. Tu es journaliste à Ouest France Podcast depuis 5 ans. Tu as 34 ans, tu es originaire de Vitré, donc de la région, tu es breton. Et le sujet de l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, à la fois dans tes relations personnelles, tes grands-parents, ta famille, mais aussi au-delà, parce que tu es bénévole lecteur dans un EHPAD depuis environ 3 ans. Et tu as fait donc ce podcast, mais avant qu'on en parle, directement on va se mettre dans l'ambiance et découvrir l'univers justement de ce podcast. Et on écoute tout de suite un extrait du premier épisode dans lequel tu nous présentes justement le concept et les différents protagonistes. On n'a jamais vécu aussi longtemps. Jamais autant de générations n'ont eu à vivre ensemble. Si l'on prend les extrêmes, l'ancienne et la nouvelle génération ont presque un siècle d'écart. La première est née à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et a été marquée par la vie sous l'occupation. La seconde grandit à l'heure du tout numérique et des enjeux climatiques. Dit comme ça, on pourrait croire que tout les oppose, qu'ils ne vivent pas dans le même monde. C'est vrai, en dehors du cercle familial, que pourrait bien apporter une petite fille de 10 ans à une femme de 95 ans ? Et inversement. On a eu envie d'avoir la réponse à cette question. L'école Olympe de Gouges et les Pattes de l'Arabelais, à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, ont accepté de tester pendant plusieurs mois le mélange intergénérationnel. Une fois par mois, une classe de CM1-CM2 rencontrera 5 résidentes nonagénaires. Ils participeront ensemble à des ateliers. On va poser nos micros et les écouter. Que vont-ils pouvoir se raconter, s'apporter ? Quel genre de liens vont se tisser ? Ces rencontres peuvent-elles les aider à bien grandir, mieux vieillir ? Cette série de podcasts est un carnet de bord, un journal de tous ces échanges, une chronique de la vie aussi. Alors j'ai envie de dire que presque tout est dit. Exactement. Merci Ronan, au revoir. Voilà, il n'y a plus qu'à écouter. Exactement. On va en parler quand même, ça vaut le coup. Une chronique de vie qui s'est déclinée en 7 épisodes très concrètement. Et tu as décidé de débuter par l'écriture d'une lettre de ces grands-mères à destination des enfants. Pourquoi tu choisis cette entrée en matière, cette porte d'entrée ? Il y avait une intention particulière en choisissant l'écriture ? Exactement, je voulais pas que le regard des enfants soit biaisé en se disant « Ah, c'est une personne âgée qui nous a écrit et qui potentiellement ferait naître des clichés ou autres. » Je voulais vraiment qu'ils s'imaginent peut-être que c'était un autre enfant ou alors laisser une part de mystère pour que la magie opère un peu mieux et un peu plus. Et j'ai donc demandé à mes grands-mères de se présenter de façon très simple, juste une description physique et puis me dire ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas dans la vie. Et puis les enfants ont donc découvert
leurs lettres. Et puis, visiblement, beaucoup n'avaient pas du tout perçu l'âge. Et, C'est magique, ça. C'est... et ce qui rend l'expérience encore plus drôle, parce que moi, je leur demande après, à votre avis, quel âge ont ces enfants ? Certains me disent, c'est des enfants comme nous. Et puis d'autres, c'est un peu bizarre, on n'arrive pas trop à savoir. Donc voilà, c'était pour éviter les clichés et pour qu'ils partent vraiment avec un regard innocent sur ces potentielles correspondantes qu'ils allaient avoir. Et tu étais surprise de la manière dont ces personnes, ces mamies se sont décrites ? C'était quelque chose qui était assez... Tu t'attendais à ce qu'elles ont dit d'elles-mêmes ? Oui, alors, moi je leur ai dit, vous n'avez pas le droit donc, d'évoquer leur âge. Et elles se sont décrites comme plutôt petites, assez fragiles. Elles se décrivaient de façon presque... alors, je ne vais pas dire péjorative, c'est peut-être un peu fort, mais... Diminuée. Un peu diminuée. Et finalement... On a fait plusieurs enregistrements et je leur disais, vous ne pouvez pas dire ça, vous avez aussi des beaux yeux bleus ou autre. Il fallait leur rappeler que il n'y a pas que les rides et il n'y a pas que les cheveux blancs. Et puis, moi, je les incitais à parler de leurs yeux, de leur couleur de cheveux ou autre, mais sans trop en dire parce qu'il ne fallait pas non plus tout révéler auprès des enfants. Donc voilà. Puis après, je leur ai demandé de me parler de plaisir simple. Alors, je n'aime pas l'huile de foie de morue, par exemple. Donc ça, c'est sans doute un vieux souvenir. Ah ouais. Et puis voilà. Ok. Il y avait la question de l'estime de soi a été cherchée parce que tu t'es rendu compte quel regard elle pouvait porter sur ce grand âge aussi. Exactement. Alors, juste avant qu'il y ait cette rencontre entre ses grands-mères et les élèves, tu es allée dans la classe pour expliquer un petit peu le projet avec l'institutrice qui a été l'une de tes complices. Et je te propose d'écouter justement le moment où tu as posé la question aux enfants, c'est quoi être une personne âgée ? Une personne qui est vieille, c'est dès que quand tu commences à avoir la vieillesse, tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin un peu de traitement. Vraiment, si tu te sens pas très bien des fois, voilà. Et aussi, les personnes âgées, ils aiment beaucoup dormir. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont bientôt mourir dans tous les cas. Ils ont un grand âge, c'est pour ça que tu dis ça ? À quel âge on peut dire que c'est une personne âgée, justement ? Attention à ce que vous dites. Parce que si on dit je dirais 56 ans. Non, mais je sais. Vous êtes sévères, les enfants. Ils sont durs. Hein. Je m'inscris en défaut. Oui, ils sont durs, oui, mais à la fois, c'est intéressant de voir ce regard en disant ils dorment beaucoup, ça veut dire qu'ils vont mourir. Voilà, quand je disais les clichés, à partir du moment où on dit une personne âgée, pour eux, ce sont des personnes qui sont faibles, diminuées aux portes de la mort. Quoi. Alors que non. Et on va voir au fil justement de l'aventure que c'est tout autre chose qui va être révélée. Et ils vont être surpris justement de voir toute cette vitalité qu'il y a chez ces grands-mères. Complètement. Et donc justement, après cette lettre, il a fallu se rencontrer à un moment. Est-ce que toi, tu appréhendais et finalement, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, après la lecture des lettres, je leur ai proposé aux enfants d'aller rencontrer ces 5 nonagénaires, ces 5 grands-mères. Et le rendez-vous a été fixé à l'EHPAD. Alors pour les enfants, pour certains, c'était vraiment une première de pousser les portes d'un tel établissement. Donc il y avait beaucoup d'excitation. Et ils sont arrivés tel un tourbillon dans l'EHPAD, un tourbillon de vie. Et ils ont été très intrigués. Il y a eu un peu de timidité. Et puis chez les enfants, très vite, ils sont archi à l'aise. Ils vont parler très franchement, sans filtre, auprès des grands-mères. Et la rencontre s'est vraiment très bien passée. Alors, moi, j'avais une petite appréhension, non pas au moment de la rencontre, je me doutais que ça allait bien se passer, c'était plutôt au moment où j'allais leur dire que, en fait, les correspondantes étaient des grands-mères. J'avais peur qu'ils soient un peu déçus ou rebutés, ou même que ça les intéresse pas du tout, que ça pouvait potentiellement susciter des moqueries ou autre. Et finalement, pas du tout, ils ont été ultra bienveillants. Ce que la maîtresse, d'ailleurs, a soulevé, elle me disait, j'aimerais bien qu'ils soient aussi bienveillants entre eux dans la classe. Parce qu'il y a des notions de harcèlement scolaire ou autre, on en entend beaucoup parler. Et non, là, ils sont devenus... ils ont été des enfants très respectueux et très bienveillants envers les grands-mères. Donc l'idée, c'était aussi de retransposer cette belle énergie à l'échelle de la classe, entre camarades de classe, quoi. Donc, première bonne surprise, finalement, pour le projet et pour la manière dont... Grand soulagement, de se dire, ah là là,
ça les intéresse. Ils ont l'air d'être des deux côtés très intéressés par ces rencontres intergénérationnelles. Donc tout de suite, on s'est dit, ça va matcher et ça va très bien marcher. Et ça a Et été c'est le le cas. cas. Alors, tu as posé le cadre, il y a eu ces lettres. Au départ du projet, tu savais que vous voulez leur faire un certain nombre de choses, notamment du théâtre. Pour toi, c'était très important. Mais tu as laissé, j'ai l'impression, les rencontres s'organiser et organiser l'aventure au fil et à mesure qu'ils se sont rencontrés au fil de l'eau. C'était bien ça aussi le... Exactement, parce que moi aussi, je les découvrais en même temps que la série. Je découvrais les grands-mères. Certaines sont plus à l'aise sur certains sujets. Les enfants, pareil. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise, sont plus à même. Alors, j'imaginais, par exemple, avec quel enfant pouvait aller telle grand-mère en me disant ça allait bien marcher ou autre. C'est un travail aussi que je faisais avec Stéphane, l'animateur de l'EHPAD, et Élise, la directrice et la maîtresse de la classe. Et on anticipait, enfin, on préparait au compte-gouttes les ateliers. J'avais en tête cet atelier théâtre, mais je voulais que dans chaque atelier, les deux parties, les deux côtés, grand-mère et enfant, aient le sentiment, la sensation d'apprendre quelque chose. Et ça, c'est un travail que j'ai fait donc, en partenariat avec l'animateur et la maîtresse. Et très vite, on a eu donc, cette idée autour des jeux de société et du tricot, parce que les grand-mères étaient désireuses de montrer leur savoir-faire tricotier, je ne sais pas si ça se dit, et les enfants avaient très envie de jouer avec elles. Voilà, moi, c'était le théâtre, parce que je me dis, ça va être super, parce que quand on est sur scène, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus rien, on devient qui on veut, et certains se sont vraiment révélés. La maîtresse m'a dit, j'ai découvert certains élèves dans la série parce qu'ils ont su se révéler, parce qu'il y avait une grand-mère à côté qui était extrêmement bienveillante, rassurante, et qui permettait à l'enfant de se déployer. Donc, je trouvais ça super. Et puis, pareil, il y a des grand-mères de leur côté qui étaient d'habitude un peu plus renfermées, un peu plus timides, qui se sont ouvertes. Mais en tout cas, chaque mois, j'avais un petit appel avec l'animateur et la maîtresse. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait des désirs de plusieurs côtés. Après, moi, j'avais aussi des désirs, mais parfois, on me disait « Oh là, attention, ça va être trop compliqué à gérer. » Parce que 30 enfants à gérer et 5 grands-mères, c'est pas facile. Déjà, les enfants sont très énervés, très énergiques. Et puis, les grands-mères peuvent aussi fatiguer un peu plus facilement. Donc, ils faisaient un peu les garde-fous, la maîtresse et l'animateur, de me dire « Ça, c'est possible, ça, c'est moins possible. » Mais ça a été extrêmement fluide et je crois que chacun de nous trois avons pu insuffler un peu nos idées, nos envies, et on a réussi à intégrer ça parfaitement dans la série. Moi, justement, c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est que c'est très léger, très joyeux, mais il y a aussi des sujets plus sérieux, et notamment un sujet qui est beaucoup revenu dans les demandes des enfants. Tu vas nous dire quel sujet c'est, et surtout, tu as senti que c'était nécessaire du coup d'en faire un atelier entier. Comment ça s'est passé ? Quel est ce sujet ? La Seconde Guerre mondiale, j'imagine. C'est de celui-ci que tu parles. Oui, les enfants ont tout de suite été très intéressés pour évoquer ce sujet. Et dès le début, j'ai bien senti qu'il y avait une vraie curiosité. Et on a dû un peu cadrer les enfants pour leur dire on fera un épisode dédié autour de la Seconde Guerre mondiale, parce que nos grands-mères ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Certaines avaient 8 et d'autres 16, donc il y a vraiment à plusieurs échelles d'âge. Et si je n'avais pas cadré dès le début, on allait en parler dans tous les épisodes. Donc, je leur avais promis, il y aura un épisode spécial Seconde Guerre mondiale où vous pourrez poser toutes vos questions. Et là, j'ai découvert cette fascination un peu morbide de la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, alors que là, en ce moment, on a la guerre en Ukraine ou autre, et là, le fait que je pense que la guerre se soit passée en France, que peut-être par leurs grands-parents ou autres, ils ont entendu parler de cette guerre, et il y a une vraie curiosité, et c'est vraiment déroutant et très, très étonnant. Même les grands-mères étaient étonnées en disant « Ah là là, mais c'est dingue que les enfants soient aussi fascinés par cette période très sombre. » Et donc, on a, à l'occasion du 5e épisode,
ou 4e, je ne sais plus, 5e sans doute, évoquait la Seconde Guerre mondiale où chacune des grand-mères a pu raconter son expérience de la Seconde Guerre mondiale et les enfants ont aussi posé plein de questions. On avait toute une liste qu'on a dû raccourcir parce que sinon l'épisode allait durer des heures. Puis ça correspondait avec les commémorations. Voilà, et en plus ça allait de pair cette année avec les 80 ans du débarquement. L'épisode a été tourné quelques jours avant la date anniversaire en juin. Oui, puis ça montre encore une fois la différence de génération parce que même les grand-mères, elles, il y a une époque où personne n'en parlait. Aujourd'hui, on en parle. Est-ce qu'on en parle trop? Tout ça, c'est un autre débat, mais ça montre aussi la différence. Enfin, même pour elles, je pense que ça devait être aussi un sacré exercice d'en parler, alors qu'il y a des périodes où elles n'en parlaient pas juste après la guerre, quoi. Puis cette passation de l'histoire, de génération en génération, direct, tu le dis au début, de 4 générations, toute une vie, là, en direct, on a les propos, la vraie réalité. Quoi de mieux pour apprendre l'histoire que d'entendre ceux qui l'ont vécu. Et alors, eux, ils l'ont vécu en tant que civils. Et aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale est racontée à travers les yeux des civils, parce que ceux qui ont fait la guerre sont quasiment tous disparus. Et je repense à Lucienne, notamment, qui est l'une des nonagénaires, qui était donc très étonnée de voir cette fascination des enfants. Pour elle, elle n'en parlait plus parce que elle nous disait, mes enfants m'ont tellement dit, mais arrête de parler de la guerre, t'en parles tout le temps. Elle dit, je les ai bassinés, donc moi, j'en parle plus. Donc là, elle avait l'occasion d'en reparler, elle était contente, mais elle était quand même très étonnée de cette curiosité. Et puis, il y a eu pas mal d'archives qui ont été apportées, découvertes, conservées. Exactement. On a alors Marie qui... alors ça, c'est, on va dire... la série a mal commencé parce qu'on a très vite eu la disparition de Marie juste avant la première rencontre à l'EHPAD. Donc les enfants ne l'avaient pas rencontrée physiquement, mais avaient découvert sa lettre. Et Marie, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a sorti des classeurs entiers où elle avait consigné sa vie, donc de façon manuscrite dans les moindres détails. Et c'était l'héritage, en quelque sorte, qu'elle voulait laisser à ses enfants. Et puis, peut-être aussi des souvenirs qu'elle avait envie de feuilleter depuis sa chambre d'EHPAD. Et c'est vraiment une mine d'or. Elle a décrit avec énormément de précision donc, sa vie quotidienne. Elle a même redessiné les plans de sa maison quand elle était enfant. Donc, on voit que tout le monde vivait dans la même pièce avec les lits aux quatre coins de la salle. Et il y a un énorme paragraphe sur la guerre qui prend plusieurs pages. Alors elle était du côté de Montfort-sur-Meux et son récit commence à partir du moment où le glas sonne et annonce la guerre et elle a 7-8 ans, elle se demande pourquoi les cloches s'agitent autant et puis elle comprend que c'est un peu grave parce que ses parents sortent, les voisins sortent, ils sont un peu aussi intrigués, les parents, ils n'avaient pas toutes les modalités pour comprendre ce qui se passait vraiment. Ils étaient inquiets. Elles sentaient l'inquiétude, mais on leur a dit « Ah, les jouets, on vous expliquera plus tard. » Et voilà. Et donc, ce récit, eh bien, on l'a porté dans le 5e épisode. On l'a fait, en tout cas, porté par la maîtresse qui a donc pu lire un passage du long et précieux témoignage de Marie. Alors, justement, tu dis que Marie n'a pas pu participer à l'aventure puisqu'elle est partie avant. J'imagine que la mort a été évoquée aussi à plusieurs moments. On aura l'occasion d'y revenir. Toute cette aventure a été très riche. On ne va pas tout dévoiler parce que justement le teasing fait, on veut donner envie d'aller écouter. C'est vraiment une petite pépite. En tout cas, en témoignent les propos qui ont été recueillis, que vous avez recueillis de la part des grands-mères à la fin de l'aventure. Des propos qui sont très touchants et avec beaucoup d'émotion. Et je propose qu'on écoute un extrait. Les élèves de Madame Brieux ont compris qu'il y avait plusieurs façons de vieillir, que ces personnes âgées pouvaient apporter beaucoup de réponses à leurs questions et qu'il ne fallait pas hésiter à se tourner vers elles. Quant à nos grands-mères, elles ont été emportées par l'énergie des enfants, ont été traversées par un sentiment qui, en vieillissant, peut parfois s'estomper, celui de se sentir utile. Se dire, à 91 ans quand même, je suis encore là. Mais ça vous redonne un peu d'envie d'avancer encore. Qu'est-ce que les enfants vous ont appris, Marinette ? Qu'il fallait vivre. Il faut vivre pour les enfants, pour pouvoir leur apporter ce que l'on peut.
celui qui n'est pas touché par cette phrase de Marinette n'a pas de cœur. Ouais. Je me souviens en plus quand elle la prononce, cette phrase, on était deux, il y avait une personne qui m'accompagnait pour faire tous les enregistrements et la captation. Moi, je suis à genoux en train de lui tenir le micro pour être vraiment très près d'elle. Et forcément, ça nous tire une larme quand elle nous le dit. Ça me rappelle qu'il faut vivre. Bah, on a tout gagné en faisant cette série intergénérationnelle. Et là, on prouve par A plus B que ces rencontres sont nécessaires. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Ça lui rappelle qu'il faut vivre. Ça lui donne un objectif dans la vie, c'est je dois aller voir les enfants, donc il faut continuer de vivre, il faut continuer de se battre. Et quand on a entendu ça, on a été tous les deux, on entend qu'il y a un silence, parce qu'on est vraiment cueillis par cette phrase et je ne m'attendais pas à entendre quelque chose d'aussi fort. D'une femme de 98 ans. Oui. Pour moi, c'est vraiment un moment très très fort. À chaque fois, j'ai eu beaucoup d'émotions, d'autant que maintenant Marinette est partie aussi. Exactement. On l'a su il n'y a pas longtemps. Après avoir vécu tout ça, il se trouve ça formidable. Par rapport à ce projet, c'est aussi ça la force et l'utilité de cette aventure, de transmettre une mémoire, transmettre la voix de Marinette des autres grands-mères. Et c'est ce que je disais aux enfants. Je fais maintenant, vous êtes les gardiens de leurs souvenirs, de leur mémoire. Donc c'est à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Mais quand elles racontent leur témoignage autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que je dis. Maintenant, vous êtes les détenteurs de leurs souvenirs. C'est à vous de faire vivre, alors à travers des écrits, comme par exemple Marie, ou alors vous le raconterez ensuite plus tard à d'autres camarades ou à d'autres qui... Ça, ce sont ces souvenirs qui sont ensuite des barrières contre la guerre ou contre la montée de... transmetteurs à leur tour. Hein. Donc, le bien grandir, le mieux vieillir, c'est des choses que, selon toi, l'objectif a été atteint de ce point de vue-là. En tout cas, j'ai l'impression, parce que les grands-mères ont vécu une superbe aventure. Elles me disaient... alors, à la fin de chaque rencontre, elles étaient bien rincées, mais... il n'y avait pas de douleur physique, il n'y avait pas de douleur psychologique. Il faut savoir qu'à l'EHPAD, la moitié des personnes âgées sont dépressives, on ne va pas se mentir. Elles sont sous cachet. Et là, elles ont, sur une petite fenêtre de leur journée, un rayon de soleil qui vient tout illuminer. Ce rayon de soleil, ce sont les enfants. Elles sont entraînées. C'est ce que Hélène... dit quand les enfants sont là, on est entraîné dans une énergie. Moi, je les vois bien. De toute façon, elles marchent même plus vite. Elles sont avec les déambulateurs, elles courent. Donc, ça montre bien que ça les galvanise. Et les enfants, ils canalisent aussi leur énergie. Ils étaient extrêmement bienveillants. Ils les aidaient à se déplacer ou autre. Donc, j'invite et j'incite tout le monde à pratiquer ces échanges intergénérationnels et pas forcément uniquement avec notre propre grand-mère ou autre, avec d'autres personnes âgées. Ouais, et puis il y a la force de la voix aussi. Enfin, aujourd'hui, on a tous un téléphone, on a tous un micro sur notre téléphone. On peut tous aller discuter. Alors après, chacun a les liens qu'il a avec sa famille, etc. Mais voilà, le micro, la voix, je pense que c'est hyper fort. Donc il y a eu toutes ces rencontres une fois par mois pendant 8 mois. Donc il y a eu beaucoup de liens, il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées. Encore une fois, il faut l'écouter. Toi, tu n'es pas retourné les enregistrer ensuite, la série était finie, mais tu as gardé contact avec eux. Et tu sais qu'aujourd'hui, les enfants continuent d'aller voir les aînés et inversement, les aînés vont voir les enfants. Tu as entendu parler de plusieurs projets, on a vu plusieurs projets aussi sur Rennes, le projet Dictée, le projet de la chorale aussi qu'ils avaient évoqué. Exactement, alors je ne sais pas où ils en sont, si la tournée est en cours ou pas, mais moi c'est ce que je leur ai... fermé. À la fin de la série, donc on se quitte vraiment aux portes des grandes vacances. La dernière rencontre se fait une semaine avant les grandes vacances d'été. Et moi, je leur dis, ça y est, la relation entre vous est installée, elle est faite. Moi, mon but, c'était de raconter les prémices de cette histoire, montrer tout ce qui pouvait s'en dégager. Maintenant, cette histoire, elle vous appartient, mais s'il vous plaît, ne cassez pas tout ce qu'on vient de construire. C'est pas parce qu'il n'y a plus de micro pour raconter ce que vous êtes en train de vivre qu'il faut se dire, bon allez, chacun retourne de son côté. Et là, c'est une histoire de volonté. Et d'un côté, l'EHPAD, l'animateur, donc Stéphane, et Élise, la directrice, avaient aussi conscience de ça en disant, c'est uniquement le début de l'histoire.
et les enfants aussi avaient à cœur de continuer de voir ces grands-mères. Ils ont laissé passer les vacances d'été et puis ils se sont retrouvés à la rentrée avec en plus de nouveaux enfants parce que certains sont partis au collège, mais sont quand même venus les voir cet été, ont envoyé des cartes postales de leurs vacances. Donc ça, je trouvais ça extrêmement mignon. Il y avait des petits groupes d'enfants qui sont allés aussi voir Marinette ou Hélène à l'EHPAD. Donc ça, je trouvais ça génial, de leur propre initiative en plus. Donc c'est extrêmement bienveillant, c'est très touchant. Et ils se sont donc retrouvés à la rentrée et puis ils ont continué de se voir une fois par mois. Alors là, en revanche, l'école a dû fournir des justificatifs à l'académie parce que bien sûr, ces rencontres se font sur un temps scolaire où on est censé quand même apprendre des choses. Donc, alors, les rencontres se font, il y a un goûter ou autre, mais il y a aussi un objectif maintenant pédagogique. Donc, dans ces rencontres, ils vont insérer une dictée, du calcul mental, des quiz autour de la culture générale, mais tout le monde est content. Et puis, moi, je préfère faire du calcul mental avec Marinette que tout seul devant ma feuille. Donc, moi, ça me va bien. Et puis là, la dictée a été lue par Hélène. Qui a lu en plus une dictée peu conventionnel, je crois que c'était un manga, donc je trouve ça super. C'est fou de croiser comme ça. Elle avait lu un manga avant. Oui. Parce que son petit-fils en lisait et elle a dit moi aussi je veux connaître le manga et depuis elle lit des mangas. Oui, et elle voulait être instite, donc en fait elle réalisait un rêve. C'est génial. C'est génial. Ouais. Et justement, est-ce que tu connais d'autres projets comme ça ? Est-ce que ce podcast a inspiré d'autres projets dans des écoles, des maisons de retraite, ou est-ce qu'il y en a encore pas assez ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors moi je sais, parce que je l'ai vécu moi-même, qu'il existe des relations intergénérationnelles entre des EHPAD et des écoles. Moi j'ai grandi dans une petite commune de 2000 habitants, l'école n'était pas très loin de l'EHPAD, on allait 1 à 2 fois par an les voir, souvent au moment de Noël et au moment du carnaval. Donc je sais que ça existe. Alors est-ce qu'après c'est fait de façon plus régulière, 1 fois par mois ou autre ? Sans doute. J'ai vu aussi d'autres projets se faire, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant et qu'on peut encore plus générer ce type de rencontre. Alors, j'espère que en écoutant la série, des professeurs, des maîtresses ou bien des animateurs, animatrices publics se disent « Ah, mais oui, tiens, on va le faire ». D'autant qu'à la fin de l'épisode, on a invité les jeunes enfants et les grands-mères à écrire une lettre pour le coup, boucler la boucle et de se dire, tiens, vous allez raconter ce que vous venez de vivre et puis on va envoyer ces courriers dans des EHPAD et des écoles pour se dire, allez-y, c'est super, vous allez vivre des superbes expériences. Donc, certains se sont sans doute lancés dans l'aventure. Ouais. Mais il faut vraiment inciter les gens à faire ce genre de projet qui ne coûte en plus rien. C'est juste une histoire de volonté. Ça a coûté 0 €. Ouais, et puis donc tu avais, comme tu le dis souvent, une belle équipe, un peu un coup de cœur, une belle rencontre avec Stéphane et Élise. Stéphane a même essayé de porter le projet au niveau national, il me semble. Exactement. Alors je sais que tous les ans, il y a un congrès des animateurs d'EHPAD où chacun et chacune va présenter ce qu'il a mis en place comme animation dans l'EHPAD. Et le projet Ma correspondante à 90 ans a donc été présenté à d'autres animateurs d'EHPAD. En plus, là, l'expérience est racontée à travers une série. Donc, il faut juste écouter la série pour se rendre compte. Il y a des preuves. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça a invité et incité d'autres personnes à se lancer dans ce type d'aventure. En tout cas, à titre perso, moi, je mûrissais déjà un programme qui ne s'appelait pas encore En Tandem. On n'a pas encore rencontré Maud, mais ça m'a vraiment conforté dans le fait que c'était essentiel, beau et riche. Donc, voilà, je tenais à te remercier. Oui, merci. Peut-être rapidement, vite fait, quand même, le public. Oui. Qu'est-ce que le public a dit ? Comment ? Eh bien, c'était la première fois que on avait autant de retours écrits de la part des auditeurs et des auditrices où on nous disait « Ah, ça m'a touché ». Il y a des enfants qui nous ont écrit parce que les enfants des autres classes de l'école Olympe de Gouges ont également écouté avec leurs parents. On avait les parents d'élèves aussi qui nous ont écrit pour nous témoigner de toute leur affection et du plaisir qu'ils avaient à écouter ces rencontres qui devaient continuer à être, qui devaient être encouragées. Donc, c'est la première fois que j'avais autant de retours positifs sur une série de podcasts. Donc, plutôt une réussite, justement. Puis même pour moi, ça a été
une super aventure humaine. Ah bah. Moi, c'était très riche. La transition est parfaite. Parce que justement, au-delà d'être un projet professionnel, qui pour moi a vraiment une portée d'utilité publique et sociétale, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aussi d'une démarche très personnelle qui a confirmé l'importance d'être une sorte justement de gardien de la mémoire? Est-ce que ça a impacté, toi, la manière dont tu interagis avec ta famille et des personnes plus âgées? J'étais déjà très impliqué, je pense, sur cette cause. Et puis, finalement, moi, j'avais une relation très forte avec ma grand-mère maternelle. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle et avec toutes ses copines. Donc moi, je sais les bienfaits. Je les ai vécus moi-même, en fait, quand j'étais enfant. Elle m'a emmené dans ses ateliers couture. J'ai participé. Elle partait en car avec toutes ses copines faire les plages du débarquement. Donc j'entendais tous les souvenirs. Donc je savais les bénéfices de ces rencontres. Et à mon tour, je voulais en faire profiter d'autres en disant, vous allez voir, en plus, vous êtes, on va pas se mentir, chouchoutés par toutes ces grand-mères. Vous avez une cascade d'amour. Elles sont tellement contentes d'être en présence d'enfants. Donc, c'était tout bénef. J'avais envie de leur faire vivre ça. Et puis, moi, aujourd'hui, bien sûr, j'incite tout le monde à avoir des contacts forts avec les personnes âgées. Ça a continué d'alimenter mon engagement que j'ai aussi à côté, où je suis lecteur bénévole à l'EHPAD. C'est aussi depuis ces EHPAD où je vais lire bénévolement des contes que cette idée a germé, parce que ces femmes qui étaient autour de la table avaient plein d'histoires à raconter. Beaucoup me disaient « Ah bah moi, ma mère était résistante. L'une d'elles était dans l'armée de terre. Elle avait été à un haut niveau. » Et je me suis dit « Oh là là, mais ils sont dans des... » J'aime bien faire ce parallèle. Ce sont des livres dont la jaquette est un peu abîmée, mais dont le récit et dont le contenu est immensément riche. Il faut juste ouvrir ce bouquin, aller le dépoussiérer, le sortir de la bibliothèque pour le consulter. Et c'est aussi ces rencontres avec ces grand-mères que je côtoie lors des lectures qui m'ont donné envie de me lancer dans ce projet de podcast. Et à l'issue du podcast, on m'a dit, enfin je sais pas, j'ai eu une petite musique comme quoi, de manière personnelle, tu commençais des enregistrements au sein même de ta famille pour récolter de la mémoire, j'ai envie de dire, ou du récit. Exactement. J'ai l'impression que dans chaque famille, il y a un archiviste, un généalogiste, souvent prédestiné. Alors moi, dans ma famille, je pense que c'est ma mère, parce qu'elle connaît vraiment... toutes les histoires de famille, qui s'est marié avec qui, quel travail ils ont fait, où est-ce qu'ils ont vécu. Elle avait même fait déjà un petit travail autour des actes de baptême, de mariage, afin de faire un arbre généalogique assez poussé qui était remonté, je crois, au XVIIIe siècle. Et moi, je me suis dit, ah là là, il faut que je l'enregistre, parce que un jour, ma mère va partir également, et elle détient une bonne partie de l'histoire de la famille. Et j'ai l'impression que je suis le prochain archiviste de la famille. Donc, je me suis dit, il faut qu'elle me raconte toute cette histoire. Et j'ai commencé également à l'enregistrer. Alors, c'est pas un album photo, c'est un album sonore. J'enregistre la voix de ma mère. Et puis, je pense que ça me fera plaisir de l'entendre quand elle sera partie. Et puis, c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir aussi aux autres générations de ma famille, de dire, regardez, c'est la voix de votre grand-mère, arrière-grand-mère, et voilà comment elle a vécu, et voilà ce que vous devez savoir sur votre famille, parce que l'histoire de notre famille est très importante, je pense, pour notre construction personnelle. Moi, j'ai toujours eu besoin de savoir d'où je venais, de qui je pouvais tenir tel ou tel défaut ou qualité, ou tel trait physique. Donc voilà, j'ai enregistré ma mère. Je continue de l'enregistrer depuis bientôt 1 an. C'est super inspirant. Ça résonne beaucoup. Même moi, j'aime bien. Enfin, ton bénévolat en tant que lecteur, ça montre aussi que, en fait, il faut juste oser pousser la porte de l'EHPAD, s'asseoir et lire. Et en fait, je pense que ça ne nous coûte rien. Ça nous demande. On n'a pas besoin de faire une formation pour aller là-bas. Et je pense que ça fait du bien aussi de le rappeler des fois. Et puis c'est un petit temps dans notre semaine. Et je pense qu'ils en ont besoin partout. Enfin, la joie qu'ils ont à nous voir arriver. J'ai bien aimé aussi, tu nous avais partagé que quand tu sors de l'EHPAD, tu as le sourire, quoi. Et je pense qu'on ne mesure pas toujours assez. En fait, on se dit, on va perdre du temps. Mais en fait, on gagne du sourire, on gagne de la joie. Et je ne sais pas si on se dit on perd du temps. J'ai l'impression que c'est l'angoisse de pousser la porte dans un endroit qui n'est pas forcément dans l'imaginaire. En tout cas, moi, je connais des EHPAD super, et celui de l'Arablais, je travaille avec eux sur d'autres projets. C'est vraiment top. Mais plombant, quoi. Il y a la mort qui rentre quand même, on ne va pas se mentir. La première fois que j'ai poussé un EHPAD pour aller faire des lectures, c'est
particulier, c'est fort. Hein. Je m'y étais préparé. Je savais ce qu'il en retournait, d'autant qu'il y avait eu le scandale aussi des EHPAD Orpea ou autres. Donc, c'est un milieu que je connaissais un petit peu, mais bien sûr, il faut avoir le cœur bien accroché. Ouais. Mais on s'y habitue et puis finalement, quand on rencontre des personnes, après, moi, j'ai à cœur de les retrouver. Même, je culpabilise si je ne vais pas les voir assez souvent. Donc, j'y vais 2 fois par mois. J'aimerais y aller plus, mais après, il faut trouver du temps dans son emploi, du temps professionnel. Mais pousser les portes, ça ne coûte rien. Vous ne serez jamais mal reçus. Elles ne demandent que ça, ces personnes âgées, d'avoir du contact, d'avoir du rapport humain. Donc, voilà, je vous invite à vous tourner vers des associations. Il en existe vraiment plein. Celle de Rennes, c'est l'APBHR, c'est l'association des bibliothèques et des hôpitaux rennais, qui cherche constamment des lecteurs et lectrices bénévoles. Et avec les jeunes qui ont participé au programme à l'aventure, de dire à papa, maman, allez, tonton, on y va parce que c'est super. Moi, j'ai rencontré Marinette, Marie, Lucienne et c'était super. Puis j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec les parents de tous ces enfants. Et moi, au début, je me suis dit, ah là là, j'avais un peu peur de ce rapport avec les parents, d'autant que certaines personnes, l'une d'elles est décédée très vite, et je me suis dit peut-être que les parents vont m'en vouloir de les forcer à gérer le deuil d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, pas du tout, parce que les parents m'ont dit, c'est aussi la vie en fait, c'est montrer qu'on n'est pas ici ad vitam aeternam, et puis un jour on part. Et les parents ont été très réceptifs. Et puis on a aussi invité les parents à venir partager cette aventure avec nous. Dans chaque atelier, on avait des parents qui venaient assister à ces rencontres et qui sont devenus de facto des porte-parole assez positifs de cette aventure auprès des autres parents, parce qu'ils voyaient très bien la magie qui opérait devant leurs yeux, les rapports entre les enfants et les parents. Et puis, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit « Ah là là, je les connais bien, Marinette, Marie, Hélène, parce que les enfants nous en parlent à la maison, ils adorent, ils veulent aller les voir, ils veulent leur envoyer des cartes. » Donc, ils ont bien compris que c'était très bénéfique pour leurs enfants, et ils encourageaient à continuer l'aventure. Ils me disaient, mais vous voulez pas continuer l'année prochaine? Alors, moi, j'ai dit, vous allez continuer avec l'école, avec la série, et c'est ce qui s'est passé, du coup. Ouais. Moi, je serais même curieuse de revoir ces enfants, je sais pas, rien que dans 5 ans déjà, parce que je pense que eux-mêmes, ils ont encore pas mesuré tout ce que ça leur a apporté, et à quel point forcément, ça va un peu orienter leur trajectoire dans la vie, et je serais trop curieuse de les revoir dans 5 ans. Moi, c'est bien mon idée, de se dire dans 5 ou 10 ans, de voir, est-ce que ça a influencé leur parcours de vie? Est-ce que peut-être par ces rencontres, certains se sont dit, j'ai envie d'être aide-soignant, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être animateur d'EHPAD, j'ai envie d'être maîtresse et de faire aussi ce genre de projet. Mais ça, c'est une petite idée que je garde aussi, et que peut-être je réveillerait d'ici 5-10 ans, de se dire, tiens, quel impact ces rencontres ont eu dans leur vie. En tout cas, tu as planté des graines, ça c'est certain. Ouais. Voilà. On se donne rendez-vous dans quelques années alors pour voir. Toute dernière question. Oui, parce qu'on déjà arrive, on a presque à la fin. Ça passe super vite. Si tu avais un tandem, puisque notre podcast est en tandem, et que tu pouvais partir avec n'importe qui, n'importe où, faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait, qu'est-ce que tu ferais? En tandem? Oui. C'est compliqué cette question. La cuisine, je suis pas très doué en vélo. Cuisiner. Alors moi, j'adore cuisiner. Est-ce que je pars avec une personne âgée déjà? Alors, il faudra pédaler. Vous êtes un peu physique. Hein. Ouais. Avec qui je partirais? N'importe qui, ça peut être une personnalité connue. Mais oui. Oui, ce que tu veux. Oh là là. Tout est possible ici. On n'est pas préparé celle-là. Ah, pas du tout. C'était pas facile. Le but. Hein. Après, c'est pas... T'inquiète, tu peux dire et t'es pas obligé de le faire après. Hein. Je sais bien, mais il faut que je réfléchisse. On n'a pas de vélo qui t'attend. Parce que je sais pas si des personnes ont envie de partir avec moi, parce que j'ai vraiment un très mauvais sens de l'orientation. Donc il faut plutôt que je sois derrière. Ça peut être dans ton quartier, hein, tu fais un tour de ton quartier. Avec ma mère. Tiens, je partirai avec ma mère. Ouais. Tu l'enregistrerais. Je l'enregistrerai sur le vélo. Essoufflé, en train de pédaler. Voilà, exactement. Alors, je sais pas si on irait bien loin, parce qu'elle est pas non plus très sportive. Mais on serait des copains, je pense, parce qu'on aime bien parler avec les gens. Donc voilà. Avec ma mère, c'est pas mal. Et vous iriez faire un petit tour, c'est parfait. Oui, un petit tour, pas trop loin. Le tour de la rocade, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup Ronan d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir partagé ton expérience. Ta bonne humeur. Et ta bonne humeur et tout en fait. Tout ton univers. Merci Maud, merci Marlène pour votre accueil. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore écouté ou qui ont vu passer mais qui n'ont pas cliqué, allez sur toutes les plateformes audio, écoutez ma correspondance à 90 ans et puis on mettra aussi le lien en description. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci d'avoir pédalé avec nous jusqu'à destination. On espère que cet échange vous a touché autant que nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et pour nous soutenir, abonnez-vous. Et si vous souhaitez participer, contactez-nous sur nos réseaux, les liens sont en description. À très vite pour un nouveau tandem.